Bonjour à tous et bienvenue à cette édition célébration hier de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites. Le thème national est dépistage systématique de toutes les femmes enceintes et vaccination de tous les nouveau-nés. Selon les statistiques nationales, l'hépatite B est aujourd'hui l'une des pandémies les plus meurtrières car 15% de Maliens portent son virus. Le reportage de Bourama Traoré. Quand une maladie est méconnue, la lutte devient difficile. Tel semble être le cas pour les hépatites. Le nombre élevé de personnes infectées dans le monde en est l'une des illustrations. 240 millions de personnes sont infectées et de façon chronique de l'hépatite B et près de 450 millions de personnes portent l'hépatite C. Aussi, on estime que les hépatites virales tuent plus d'1 million de personnes chaque année. Au Mali, la situation est loin d'être reluisante. Si le taux de prévalence du VIH-Sida est estimé à 1,3%, celui des hépatites donne froid au dos. Au Mali, la prévalence de l'hépatite B serait estimée entre 15 et 20% de la population générale. Nos statistiques nous rapportent qu'environ 4,8% des donneurs de sang sont porteurs du virus de l'hépatite C au Mali. En consacrant donc une journée à la lutte contre les hépatites, la communauté mondiale a vu juste. La maladie se définit comme des inflammations du foie. Les hépatites sont des agressions du foie par différents agents. Mais pour le problème qui nous concerne, il s'agit des hépatites virales, des hépatites qui sont dues à des virus qu'on appelle virus hépatotropes parce que dans l'organisme, ils ont une prédilection à se fixer spécifiquement sur le foie. L'objectif de la journée est double. Expliquer les différentes formes d'hépatite, les moyens de prévention et de traitement. Passage obligé, dit-on ici, pour freiner la propagation de la maladie. Les hépatites avancent à pas de géant. Le virus grignote encore sans relâche notre foie et nous pousse tous les jours vers la tombe, dans la plus grande indifférence des autorités et des décideurs. J'en veux pour preuve que cette année, le plan décennal de développement sanitaire et social 2012-2021 a été conçu sans un mot spécifiquement sur les hépatites. Nous le déplorons. Un appel est ainsi lancé aux autorités nationales à s'impliquer fortement pour réduire l'incidence de la maladie au Mali. Après 7 ans d'activité, l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale AMADER fait son bilan. C'était lors d'un point de presse où il ressort que 45 milliards de francs CFA ont été investis dans l'énergie domestique et rurale. On estime également à plus de 71 000 clients repartis entre 230 localités, le nombre de Maliens qui ont eu accès aux services énergétiques modernes en milieu rural. Plus de détails dans ce reportage de Daouda Sidiki Diarra. Après 7 ans d'activité sur le terrain, l'heure est venue pour l'AMADER de jeter un regard rétrospectif sur toutes les réalisations qu'elle a pu faire en matière d'énergie rurale et domestique. Il a été mis sous gestion villageoise plus de 1 142 000 hectares de formation forestière et plus de 280 marchés d'euros de bois ont été mis en place, plus de 1 200 000 foyers améliorés, plus de 60 000 réchauds à gaz, permettant ainsi de sauvegarder plus de 205 000 hectares de forêt. Ce sont 45 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le secteur de l'énergie rurale et domestique avec l'appui des partenaires financiers. Selon le président directeur général, les actions de l'AMADER ont permis d'atteindre, voire même de dépasser le taux d'électrification en milieu rural qui était fixé à 12% en 2010. Ce taux serait de plus de 16% en fin 2011. Cela est illustré par l'électrification de 236 localités sur l'ensemble du territoire national, l'installation de plus de 8700 systèmes solaires d'éclairage individuel ou communautaire, l'éclairage solaire de près de 900 institutions publiques et l'éclairage par solaire de plus de 200 écoles et plus de 160 centres de santé.
L'étude de l'impact socio-économique des actions menées par l'AMADER au bout des 5 premières années fait ressortir que l'électrification rurale a créé 255 activités génératrices de revenus, 735 emplois permanents et 1689 emplois temporaires. Cependant, cela ne doit pas occulter les insuffisances qui sont à plusieurs niveaux, entre autres la fluctuation du prix du baril de pétrole qui menace la viabilité des projets d'électrification, le manque d'entretien des installations mise à la disposition des bénéficiaires. Première sortie officielle du chef de la diplomatie française Laurent Fabius en Afrique. L'étape du Sénégal a été marquée par une rencontre avec le président sénégalais Macky Sall et cette autre rencontre inhabituelle dans un quartier populaire de Dakar où Laurent Fabius a rendu visite au collectif Y en a marre créé en 2011. Laurent Fabius s'est ensuite rendu à Ouagadougou et à Niamey. Il achève aujourd'hui sa tournée africaine par le Tchad. C'est une rencontre inhabituelle et inédite qui a eu lieu vendredi dans un quartier populaire de Dakar. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a rendu visite aux membres du collectif Y en a marre. Décontracté, il a fait tomber la veste et expliqué qu'il ne voulait pas voir que le Sénégal officiel. Parmi les fautes principales à éviter, c'est la faute de rester enfermé dans les palais officiels et de se couper de la population. Laurent Fabius a salué l'exemple pour la jeunesse et la démocratie que représente ce collectif. Y en a marre est un mouvement créé en 2011, à l'origine pour protester contre les difficultés économiques, puis il a joué un rôle important dans l'opposition anti-Wade. Pour ces leaders, cette rencontre représente une reconnaissance de leur combat. Y en a marre fonctionne sur la base de 2 ailes. L'aile gauche, c'est la contestation, mais c'est aussi le sentinelle de la démocratie, c'est la vigile. L'autre aile, c'est l'abnégation, la positive attitude, la participation, la capacité d'organisation à être acteur de développement. La sortie de l'ordre classique des choses a été de courte durée. Laurent Fabius a vite repris le chemin des salons officiels, l'essentiel de sa première visite en Afrique de l'Ouest. Il a rencontré samedi Macky Sall, le président sénégalais. La tournée du chef de la diplomatie française est passée cette semaine par Niamey et Ouagadougou et s'achèvera dimanche au Tchad. L'actualité du monde en bref du côté de la Syrie, plusieurs pays dont la Russie ont évoqué leurs préoccupations suite à la situation qui prévoit à Alep, aux États-Unis, aux Nations Unies, les négociations sur la mise en place du premier traité sur le commerce des armes conventionnées se sont soldées par un échec. Les États-Unis sont pointés du doigt car ils représentent à eux seuls 40% du commerce des armes. Les quartiers sud-ouest d'Alep sont bombardés par les forces du régime de Bachar el-Assad pour déloger les rebelles qui combattent dans la deuxième ville de Syrie, enjeu crucial du conflit. Plusieurs pays dont la Russie ont exprimé leurs préoccupations face à la perspective de cette bataille, évoquant la possibilité de massacre. La bataille d'Alep est très importante pour les deux parties. De nombreux civils ont trouvé refuge dans les sous-sols des immeubles. La rébellion a exhibé des soldats gouvernementaux capturés à Alep. Alors que de nombreuses armes crépitent un peu partout sur la planète, les négociations à l'ONU entre les 193 États sur la mise en place du premier traité international sur le commerce des armes conventionnelles se sont soldées par un échec à New York. Les États-Unis et la Russie ont demandé davantage de temps pour se prononcer, imités par la Chine, l'Inde et l'Égypte. Selon certains participants, cet échec est attribué aux États-Unis qui représentent à eux seuls 40% du commerce mondial de l'armement pour 70 milliards de dollars annuels. La 19e conférence internationale sur le sida s'est achevée vendredi à Washington avec un regain d'espoir de pouvoir mettre fin à la pandémie et de parvenir à guérir l'infection qui a fait 30 millions de morts ces 30 dernières années. Actuellement, le plus gros handicap reste celui du financement dans un contexte de crise économique. Bill Clinton pense qu'avec la réussite des résultats, l'argent suivra. Objectif, continuer la mobilisation du plus grand nombre et de talents scientifiques. Olga Fonseca Jiménez, 57 ans, chargée d'affaires du Venezuela, faisant office d'ambassadeur au Kenya, a été découverte vendredi assassinée à sa résidence de Nairobi. La police kenyane a confirmé qu'elle avait été étranglée. L'enquête se poursuit sur les circonstances du meurtre. 2 personnes employées à l'ambassade sont retenues par la police dans le cadre de l'affaire. Retour ici chez nous avec la présidence du Comité des droits de l'homme des parlementaires de l'Union
interparlementaire qui revient à Maître Kassoum Tapo du Mali. La dernière session de l'organe de défense des droits parlementaires a porté son choix sur l'élu de Mopti, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali, a rappelé que l'Union interparlementaire compte 155 pays membres. Moïse Traoré a rencontré le nouveau président. Le Comité des droits de l'homme de l'Union interparlementaire est un organe de défense des droits des parlementaires à travers le monde. Depuis avril 2001, un de nos compatriotes élu à Mopti est membre du dit comité. Il y représente l'Afrique et le Moyen-Orient. Tenue du 20 au 23 juillet 2012 à Genève, la dernière session du Comité des droits de l'homme des parlementaires a fait confiance au Mali, porté à la tête du dit comité. L'agenda du comité, nous devons nous réunir au Québec au mois d'octobre prochain. Nous avons fait un agenda avec un certain nombre de cas à travers le monde que nous allons avoir à examiner. Donc j'aurai moi-même en tant que président du comité, je suis en relation permanente avec le secrétariat. Si on signale des cas de violation de parlementaires, je réagis immédiatement. Mais nous avons un agenda programmé sur une année de mission dans un certain nombre de pays, des actions à faire au niveau international, avec le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, avec le Comité des droits de l'homme du Parlement africain et de l'Union africaine. Donc nous sommes en relation avec tous les organismes de défense des droits de l'homme au niveau international, dans tous ceux qui sont affiliés au système des Nations Unies. L'Union interparlementaire compte 155 pays membres. Elle est affiliée au système des Nations Unies. Jusqu'ici au Mali, on n'avait pas eu de problème. Le comité n'a jamais été saisi de violation des droits des parlementaires du Mali, il faut s'en réjouir. Donc a priori, ce n'est pas pour le Mali que je suis élu, c'est pour les pays, encore une fois, où il y a des problèmes. Nous, Dieu merci, nous n'en avons pas. Aujourd'hui, notre Parlement, le mandat de notre Parlement, c'est vrai, est expiré, mais nous avons pris une loi pour proroger le mandat. On peut en dire ce qu'on veut, mais c'est une nécessité, me semble-t-il, aujourd'hui, pour sauver notre démocratie. L'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali a été président de la CENI en 1997. L'élu en est à son deuxième mandat à l'Assemblée nationale qu'il a intégré en 2001. Dans le cadre du mois de Ramadan, vous avez constaté que nous nous intéressons à plusieurs aspects de ce mois béni. Aujourd'hui, nous allons parler du chapelet, véritable outil de calcul pour les invocations. Le chapelet est convoité par presque tous les fidèles religieux. Quel usage fait-on du chapelet? Quelle est son origine ou encore son importance? Les éléments de réponse dans ce dossier signé Daouda Sidiki Diarra. Le chapelet fait partie aujourd'hui de l'univers des musulmans qui s'en servent comme support pour implorer Dieu. Il serait originaire de l'Arabie Saoudite. C'est un instrument qui sert uniquement à compter les invocations, les noms divins, les noms d'Allah. Kɔlɔsi ye jateminɛnan de ye kɔrɔ fosi t'a la jateminɛ kɔ kɔlɔsi nana ka kɔn silamɛya ɲɛ san caman san kɛmɛ caman parce que an b'a ye an balima chrétien dɔw bɛ yen i bɛ kɔlɔsi y'u bolo o la kɔlɔsi tɛ fɛn kura ye silamɛya kɔnɔ ani diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ mais fosi tɛ fɔ jateminɛ na n kana fili n ka jate la ni n bɛ jate kɛ n k'a dɔn n ye nin hakɛ de fɔ kɔlɔsi y'o dɔrɔn de. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, et ses compagnons se servaient des articulations de leurs doigts ou des noyaux de dates pour calculer pendant leur évocation. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une innovation néfaste. C'est un signe qui nous montre que vraiment celui-là il est rattaché à son Dieu, celui-là il invoque Dieu. Donc il y a un signe particulier entre chapelet. La couleur du chapelet n'a pas d'importance. Vous savez, moi j'ai un chapelet noir, il y a un chapelet rouge, noir, d'autres ont des chapelets jaunes, cela importe peu. Mais ce qui est primordial, la matière qui constitue, qui est très important, la matière qui constitue le chapelet est très importante. Il faut que ça soit une matière vraiment plus acceptable par la charia. Le chapelet, cela veut dire le moyen a changé avec le temps, mais le but est là, c'est d'adorer Dieu. Ça ne change pas. C'est automatique en machine à manier de dos. Et bien, du boulot, la donner bien,
c'est automatique. Jate min bi kɛ ni bolongoni ye o ye jate min ka dɔgɔn de ye n'i y'a ye mɔgɔw bɛ bolongoni to yen ka masina kalikilew san o b'a yira k'a fɔ bolongoni jɔyɔrɔ fitinin de b'a la jate la subhanallahi n'i tilala seli la n'i ye salamu bila subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah i b'o o min wurudi o bɛ kɛ siɲɛ 33 bon o 33 o bɛ se ka kɛ bolo la bon mais n'a tɛmɛn'o kan wurudiw bɛ yen 10,000 wurudiw bɛ yen 20,000. De nos jours, avec le nombre élevé de litanies que les fidèles musulmans récitent, la concentration est de mise. Pour avoir moins de chances de se tromper dans les calculs, ils utilisent les chapelets. Fɛn de don a bɛ mɔgɔ dɛmɛ jate la mais n'a jɛna ni jate ye ka ban fɛn o fɛn bɛ se ka jate kɛ o tuma na o y'a taabolo ye o ye kelen ye fɛn caman bɛ silamɛya kɔnɔ a nana ɲɛni de kama alakira ka misiri kɔnɔ kuran ma deli ka mɛnɛ ye kuran b'an ka misiriw kɔnɔ alakira ka misiri kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam mikro ma deli ka branché mikro b'an ka misiriw kɔnɔ mana kira ma nin kɛ ani tɛ se ka kɛ o tɛ kuma kelen ye kira ma fɛn dɔ kɛ mais n'a ka ɲi ni silamɛya bɛ se ka nafa sɔrɔ a la sariya kelen bɛ k'o bɛɛ autoriser kɔlɔsi b'o kɔnɔna na. Combien d'innovations dans notre religion aujourd'hui? Même à commencer par le pantalon, le prophète n'a jamais porté de pantalon. Durant toute sa vie, il s'est habillé en des pagnes. C'est quelqu'un qui portait des pagnes. Mais aujourd'hui, nous avons des pantalons, c'est bidon, c'est une innovation. Donc ce sont des choses, il y a des choses qui sont acceptables et le monde ne recule pas au 7e siècle. Le monde aujourd'hui est au 21e siècle et les juridiques aussi évoluent. Il y a des trucs, il y a des choses vraiment acceptables par la charia et tolérables. Si l'utilisation du chapelet est une innovation dans la pratique de l'islam, d'autres la trouvent contraire à l'enseignement du prophète. Ceux qui disent que c'est contraire, mais en comptant les doigts, c'est un moyen 1, 2, 3, 33 fois. Mais en prenant mon chapelet, ça fait, j'arrive au même résultat, qui est le 33. Donc ça c'est une créature, comme je viens de vous le dire. Mais ce que le prophète a fait est le meilleur toujours. Ce que le prophète a fait est le meilleur. Mais je ne peux pas faire 1 million de fois avec mes doigts et puis les saisir, les mémoriser et tout de suite avec mon esprit. L'homme a créé les ordinateurs, mais les ordinateurs sont plus intelligents que l'homme. Pourtant, cette innovation conduit souvent certains fidèles à la négligence quand ils sont de service. Le bon musulman, c'est un bon citoyen aussi. Quand tu as opté pour le service, au moment de ça, il faut être exemplaire au niveau du service. Certains adeptes de confrérie portent de longs chapelets autour de leurs mains ou de leur cou comme signe de religiosité et d'attachement à la prière. Voilà qui nous amène donc à la page sport éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors. Le Mali joue aujourd'hui à Kigali contre le Rwanda. L'objectif des Aiglons maliens est d'obtenir un bon résultat au match aller avant le retour prévu dans 2 semaines. Ici à Bamako, comment les Aiglons se sont préparés pour cette rencontre? Les éléments de réponse dans ce reportage de Ousmane Daou. Après la 4e place obtenue lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations Juniors en Afrique du Sud et une participation à la Coupe du Monde de la catégorie en Colombie, le Mali entame ce week-end les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Juniors et cette fois-ci l'adversaire s'appelle les Amavubi Juniors du Rwanda. Pour cette rencontre, l'objectif est très clair, faire un bon résultat depuis le match aller pour bien négocier le retour à Bamako. J'ai un groupe qui est soudé, qui a la volonté d'aller loin. Parce que je vois à Rwanda pour faire un bon match. À Rwanda, c'est un match tactique de pièges. C'est un match qui est très important aussi pour nous. On va pour chercher les 3 points. À défaut de 3 points, si on a pu arracher les matchs nuls. Malgré ses objectifs, l'entraîneur se méfie de l'adversaire car inconnu pour lui et avec une préparation mi-figue, mi-raisin. La préparation, elle a été passable. D'un côté, j'ai eu quelques jeunes, parce que je me suis passé uniquement des jeunes qui jouent le championnat, la Ligue 1 Orange. Mais malheureusement, d'un côté,
Je n'ai pas eu la chance de travailler avec les joueurs du Liban, les joueurs du Sauvé. Bon, c'est ce qui a fait l'handicap. Au-delà de ce bémol devenu une marque de fabrique pour nos clubs et sélections qui vont toujours sans information sur l'adversaire, le groupe reste confiant. La confiance est toujours capitale dans un match de football, mais la méfiance doit aussi demeurer car une rencontre ne se joue pas sur le papier ou sur le nom du pays qu'on affronte. Rwanda-Mali, c'est ce dimanche à Kigali. Voilà, retenez que vous aurez la version Bamana des 100 jours, de l'entretien des 100 jours du gouvernement. Cheikh Modibo Diarra aujourd'hui à 17h sur votre chaîne nationale. Fin de cette édition. Prochain rendez-vous de l'info, 20h. Une présentation de Nyanya Aliou Traoré. Restons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Merci et bonne suite de nos programmes.